On va continuer ce soir avec Calls. Je ne sais pas si vous connaissez la série Calls. L'imagination est parfois plus importante que n'importe quelle image. Sans image, tout devient plus grand. Tout devient personnel, tout s'inspire dans votre esprit et votre créativité. On va commencer par vous faire une petite démo de Calls, vous montrer un petit extrait de Calls. Et j'appellerai après ça donc, Charles Bricard, journaliste, accompagné de Timothée Hochet et Mathieu Marot de Canal+, qui sont à l'origine du projet Calls, qui a débuté il y a 3 ans. Voilà, donc à vous les écrans. Allô? Ouais, j'ai pris une nouvelle d'Emma. Comment ça? Bah, je sais pas, elle répond pas au téléphone, mais elle est pas rentrée de l'école. Ah, t'inquiète pas, elle doit être chez une amie, non? C'est où? Je sors des Brugassières, là, j'arrive dans 20 minutes. Non, fais demi-tour, tu vas vers le feu. Comment ça, vers le feu? T'as pas entendu les infos? Non, pourquoi? Attends. Les environs de Grimaud en ce moment même. Déjà 200 hectares partis en fumée. Olivier, tu m'entends? Et t'es où, toi? Je suis à la maison, je suis en sécurité, mais appelle Emma, s'il te plaît. Elle répondra peut-être si c'est toi. D'accord, bon, écoute, je te rappelle après. À toutes. Dis Siri, appelle Camille. C'est qui Camille? Allô? Hein? C'est qui Camille? Non, c'est un ami. Non, une Attends. amie, tu veux dire. Attends, t'es censé appeler Emma et t'appelles cette Camille? Attends, Diane, pitié, là. Écoute, je Non, te rappelle, je te rappelle. L'évacuation, elle, est en cours alors que plus de 500 pompiers sont à pied d'œuvre. Depuis maintenant 1 heure, hein, les Canadaires sont en action. Siri, et tentent dis Siri, de appelle faire- Camille. J'appelle Camille. Ouais, j'allais t'appeler là. Ça va? Ouais, ça va et toi? Je vais vers Grimaud là, je vais pas pouvoir passer ce soir. Ah putain, mais c'est quoi ce con là? Qu'est-ce qu'il y a? Je Qu'est-ce qui sais se pas, passe? t'es une fils de pute là qui me fonce dessus. Attends, t'as dit que t'allais vers Grimaud là? Oui, Mais pourquoi tu veux faire ça? Vas-y, fais demi-tour, viens chez moi. écoute, je peux pas là, vraiment, pas ce soir. Mais t'as entendu les infos? Oui, putain, j'ai entendu les infos. Ben pourquoi tu veux prendre le risque de traverser le feu pour être tout seul chez toi alors qu'on pourrait être ensemble? Je comprends pas. Camille, écoute, c'est pas le moment là, d'accord? Ouais, bien sûr, alors, quand t'as besoin de moi, y a jamais personne. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Quand moi j'ai besoin de toi, y a jamais Bon, personne. ok, d'accord, j'ai rien compris, Voilà. arrête, Tu arrête. vois ce c'est que bon. je veux dire, voilà. Ouais, merci, c'est Je bon. suis quoi? Je suis juste un plan cul pour toi en fait. Attends, c'est j'ai ça, un double appel, c'est ma mère là, s'il te plaît. Ouais, Bon, voilà. allez. Allô? Je t'entends pas. C'est maman. Ah. Est-ce que tu vas bien, Olivier? Oui, ça va. Pourquoi tu m'appelles? T'as pas vu les infos? Mais si, putain, mais arrêtez avec les infos là. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as? T'es énervé comme ça? On dirait ton père. Oh non, Arrête. tu vas pas commencer à me faire chier toi aussi là. C'est bon là, l'incendie, ça va passer. Enfin, je m'inquiète, c'est normal, non? Bon, t'inquiète pas, d'accord? Là, on se fait évacuer, je suis dans un bus, je t'appelle plus tard. Olivier, Quoi? je t'aime, mon garçon. Maman, tu veux bien arrêter de parler comme si on allait tous crever là, s'il te plaît? Écoute, tu pourrais quand même être un peu gentil avec moi, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, tu pourrais être gentil. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais je sais pas. C'est vrai qu'on a été des bons parents, mais tu pourrais quand même me dire des mots gentils. T'es pas obligé de m'agresser comme ça tout le temps. Mais pas maintenant. T'aurais pas dû subir ça, je le sais. Mais pourquoi tu me parles de ça là? Oh mon bébé, je suis tellement désolée. Bon, écoute, ça va, ok, hein? Tu t'inquiètes pas, j'ai oublié tout ça, donc c'est pas grave. Vous auriez dû avoir une enfance heureuse, ta soeur et toi. Ça sert à rien d'en parler là. Je suis désolée. Bon, il faut que je raccroche là, maman, d'accord? Hein? Je te rappelle dans 5 minutes? D'accord, mon chéri, d'accord. Oh putain, elle est chiante. C'est pas vrai.
Allô? Papa? Allô? Oui, oui, mon cœur, ça va? J'allais t'appeler, ça va? Oui, ça va, je suis chez Olivia là. Ok, d'accord. m'entends? Oui, c'est bien, ma chérie. Donc, vous restez en sécurité, là? T'as appelé ta mère? Non, pas encore. Ok, bon, attends, reste là, j'en appelle 2 secondes. Tu quittes pas, quitte pas. Ok. Oui, qu'est-ce qu'il y a, là? Bon, ah, ça va, ne parle pas Non, comme ça. Je suis désolé, j'aurais pas dû dire ça, voilà, excuse-moi. Ok, d'accord, c'est bon, c'est pas grave. En fait, je suis au téléphone avec ma fille, là, donc Ah, putain. Ta fille? Non, j'ai dit n'importe quoi, c'est bon. T'as dit quoi? T'as une fille? Non, j'ai pas de fille. Attends, tu viens de me dire... Je suis en double appel avec ma fille. C'est pas... bordel. Non, je me suis trompé. Fille, Olivier. Tu me fais chier, là. D'accord? Ouais, C'est pas le moment, d'accord? Alors, pardon. Là, je dois lui parler. Je dois lui parler maintenant, d'accord? Allô? Oui, quoi? Je suis enfermée dans les toilettes. Hein? Mais comment ça? Pourquoi? Olivia, elle est trop bizarre. Qui est trop bizarre? Olivia. Bon, attends, je comprends pas très bien, là. De quoi tu parles? Elle est bizarre, pourquoi? À cause du feu? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, elle a un regard trop bizarre. Bon, j'arrive, d'accord? Hein? Elle arrive là. T'as fermé à clé? Oui. Bon, tu lui réponds pas, j'arrive, je suis là dans 10 minutes, hein? Attends, bouge pas, j'ai un double appel. Allô? C'est moi. Oui, et je suis au téléphone avec Emma, là, je sais pas, elle est chez Olivia, apparemment, Olivia est hyper chelou, elle est complètement en flip, elle s'est enfermée dans les toilettes, donc je vais aller la chercher, là. Non, écoute-moi, je veux pas que tu t'approches des mains. Quoi? De quoi tu parles, là? J'ai filé ton ordi, je suis au courant. Quoi? Je sais tout, je sais qui est Camille. Attends. Ça dure combien de temps? Mais c'est pas le moment, je te dis que Emma est enfermée dans les... Avec un mec. Diane! Tu m'écoutes? J'ai vu vos messages. Mais Diane, merde, putain, ta fille est en danger, là! C'est de ça dont tu veux parler? Alors, ok, je te trompe, d'accord? C'est bon, maintenant? Putain, mais allô? comment tu me parles? Mais t'es qui, en fait? T'es qui? Mais arrête! T'es qui? Je sais pas qui t'es, je me rends compte. T'as dit quoi? Tu sais pas qui je suis? Mais tu te fous de ma gueule! Tu sais qui je suis en réalité? Mais je suis un mec dont la femme n'arrête pas de se plaindre! Elle est jamais contente, elle pense qu'à sa gueule! Elle est heureuse que quand son mari est malheureux! Voilà qui je suis, putain de merde! Ta fille est en danger, putain! Mais c'est que là, tu me dégoûtes, tu sais quoi? Voilà, Tu me dégoûtes. okay. Tu enverras jamais ta fille, tu enverras jamais ta femme, voilà. D'accord. Siri, appelle Emma. J'appelle Emma. Ma chérie. Salut, t'es bien sur le répondeur d'Emma, Oh, je suis pas là pour l'instant, alors laisse-moi un message et je te rappellerai plus tard. Ciao. Allô Emma. S'il te plaît, tu peux m'expliquer ce qui se passe sur le site? T'es marié? J'en peux plus, là, je peux plus. Olivier, Je peux plus, là. t'es toujours marié? Arrête, je peux plus. Olivier, réponds-moi S'il sur te ce plaît. livre. Putain, tu me donnes une explication, là. Olivier. Je t'aime pas, Camille, je t'aime pas, je t'ai jamais aimé, d'accord? Je t'ai seulement désiré, voilà. Putain. T'es qu'une merde, en fait. Ta gueule. Allô? Oh, Olivier, c'est maman. Bah, tu avais dit que tu me rappellerais, tout va bien? Olivier? Mais j'étais inquiète, moi. Oh, je t'aime, mon garçon. Je vous pardonne, maman. Papa et toi, je vous pardonne. Comment ça, tu me pardonnes? Tu sais, j'ai pas été une mauvaise mère, moi. Ton père, j'ai subi ses crises, ça oui. Mais moi, j'ai fait ce que je pouvais. Et sa violence, qui l'a subi le plus? C'est moi, j'ai toujours tout fait pour nous protéger tous. Je t'aime. Hein,
They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you. Je pense qu'on peut commencer par applaudir en effet Timothée et Mathieu. Voilà, c'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance de cette première soirée au One-to-One. C'était plutôt sympa comme atmosphère. Bon, ma première question, ce serait, là on vient de voir un extrait, un épisode. Calls, c'est maintenant 2 saisons, plusieurs épisodes. Quel est le point commun entre tous ces épisodes? Comment est-ce qu'on pitch Calls aujourd'hui? Timothée? Calls, en fait, c'est une série qui se base sur le son. C'est une série qui retrace 10 enregistrements audio par saison qu'on aurait retrouvés suite à une sorte d'apocalypse imminente. Donc tous les épisodes sont indépendants, on peut les regarder chacun. Voilà, c'est une petite histoire à chaque fois, mais tous sont liés les uns aux autres et on peut comme ça reconstruire une chronologie totale et une mythologie de la série si on veut vraiment faire toutes les connexions et tout ça. Série que tu as donc écrite, tu en es l'auteur. Mathieu, est-ce que tu rajouterais quelque chose à cette définition? Non, je trouve que tu as très bien résumé la série. Après, peut-être plus au niveau des genres. Donc c'est vrai que cet épisode-là est assez particulier, mais en tout cas sur la première saison, on a été quand même beaucoup plus fantastique. Et sur ce deuxième chapitre, vous vous êtes orienté dans l'écriture dans quelque chose de plus humain, de plus social, sur des peurs en tout cas plus humaines et moins fantastiques. Voilà. Ok. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que la voix est au cœur de Calls, elle est au cœur de bien des réflexions qui sont menées aujourd'hui par les médias, par les marques. Est-ce que c'est cette même obsession de la voix et de nouvelles écritures qui sont liées, qui a été à l'initiative de cette série dont on a le pilote qu'on va pouvoir découvrir derrière nous? Alors en termes créativement, l'idée à la base c'était juste de mélanger plusieurs envies. C'est d'abord de faire quelque chose dans l'horreur, dans la tension et d'une nouvelle façon. Et ensuite, c'était aussi parce que j'avais écouté des vrais appels téléphoniques, parce qu'à la base, Calls, le court-métrage qui est à l'origine de tout ça, c'est un court-métrage qui se base sur voilà, exactement, qui se base sur des conversations téléphoniques. Et j'en avais écouté en fait un soir vraiment où j'ai passé une très mauvaise soirée parce que c'est terrifiant. C'était que des trucs d'appel à la police des États-Unis et tout ça. Et il y avait quelque chose dans le silence, dans le souffle qui moi m'angoissait particulièrement. Donc c'est comme ça que j'ai voulu créer ce court-métrage. J'ai pas pensé à tout ce qu'on pouvait faire avec la voix, mais c'est en travaillant où je me suis rendu compte. Exorciser une soirée pourrie. Ouais, c'est ça. C'est bien. Comme quoi on doit tous passer des soirées affreuses qu'on exorcise par la suite. Ça donne des choses pas mal. Mathieu, de ton côté, toi tu es la tête de la cellule décalée de Canal+. Typiquement, tu es donc en recherche de nouvelles écritures, on en parlait, de nouveaux talents. Est-ce que c'est par le prisme de la voix que tu as découvert Calls et le court-métrage de Timothée? Oui, par le prisme de la voix. Donc à l'époque, on avait découvert ce court-métrage avec Lorenzo Benedetti, le fondateur du studio Bagel, et on a tout de suite été saisi par, en tout cas, la force de ce court-métrage, le réalisme de cet enregistrement qu'on avait en face de nous. Et en plus, ce qui est très drôle, corrige-moi si je me trompe, mais pour l'anecdote, tu as décidé d'ajouter les surtitres à l'écran à peu près à la dernière minute. Parce que tu t'es dit, vu que mon enregistrement est un peu trop brut, réaliste, avec notamment les switches, les glitches au son du téléphone, ce serait peut-être bien que je mette les surtitres pour que les gens arrivent à comprendre. Oui, c'était trop crade pour comprendre quoi que ce soit sinon, et du coup je me suis dit ok, on va quand même mettre les noms des personnages qui s'affichent et tous les sous-titrages comme si on avait retrouvé et qu'on avait retranscrit tout ce qui se passe comme un document qu'on a besoin de garder en fait. C'est un peu ce choix de dernière minute qui a créé tout l'ADN de Calls et qui en fait justement un produit audiovisuel et pas uniquement un podcast sonore.
C'est important, j'imagine, c'est une petite nuance qui fait quand même la différence. Ce n'est donc pas un podcast audiovisuel. Une fois que vous avez été tous les deux, que vous vous êtes rencontrés par le biais de ce court-métrage, quels doutes vous ont habité? Notamment, on en parlait sur la direction artistique qu'il fallait donner, sur le son, justement, à quel point il devait être crade pour être réel ou pas. Enfin voilà, quelles ont été les difficultés à surmonter? C'était toujours un compromis en fait, parce que c'est vrai qu'à la base, Canal+ avait un peu peur de cette image noire, de laisser l'écran noir, voilà, on allait penser que l'écran buguait juste. Et donc on a gardé cette retranscription écrite de tout ce qui se passe. Et en plus de ça, on a ajouté une sorte de charte visuelle avec Olivier Degrave, le directeur artistique de Canal+. On a créé en fait tout le visuel que vous venez de voir. C'est quelque chose où on s'est dit, ok, comment faire passer plus de messages seulement par la vidéo et non pas par le son, parce que le son on en a déjà beaucoup, mais peut-être qu'on peut faire passer d'autres messages, d'autres intentions, faire croire que quelqu'un est mort au bout d'un moment, ou alors oppresser le personnage. Là par exemple, il est au milieu, tous les autres sont autour. Il y a ce truc de c'est constamment un jeu de regard, et ça joue en fait dans l'oppression. Petit à petit, tout se rapproche et tout se renferme sur lui. Donc voilà, et c'était aussi au niveau du son, il fallait aussi trouver un compromis. Je me rappelle que dans la saison 1, on avait le premier épisode qu'on avait tourné en post-prod, on avait cradé beaucoup trop. C'est un épisode qui se passe sous l'eau et on comprenait vraiment rien, quoi. Et ils nous ont dit, bon là quand même, faut faire un petit effort, parce que clairement personne ne va habiter un mot de ce qui se passe. Et je vais, oui mais c'est réaliste. Oui mais on comprend pas. Donc voilà, il y avait toujours ce compromis, et ils avaient bien raison en vrai de me forcer à quand même dégrader un peu tout le son qu'on entendait, quoi. Mathieu, j'imagine que quand on est chez Canal et qu'on arrive avec un projet comme ça, même si c'est une cellule décalée, le fait que ce soit si vierge d'images au départ en tout cas, c'est pas forcément facile à vendre. Je me trompe ? Non, c'est sûr, mais il s'avère en fait que ça a été beaucoup moins compliqué que prévu. Parce que moi, donc à l'époque, je n'étais pas encore dans la cellule décalée. J'étais au Studio Bagel, qui est donc la société qui a produit Calls. Et donc à l'époque, avec Lorenzo Benedetti, on était une structure de production interne à Canal+. Et l'idée, c'est qu'on propose régulièrement des projets à Canal. Et donc on est tombé sur Calls, et ça a été un coup de cœur. Et c'est vrai qu'avec Lorenzo, on a eu des discussions, mais bon, on va tenter notre chance, mais Canal va tout de suite peut-être refuser, tellement le projet est spécial. Et il s'avère que non, on l'a présenté à Ariel Saraco, qui est donc la directrice de la création originale, et qui a tout de suite adoré. Et en fait, tout s'est fait très très vite. C'est-à-dire que je crois que 2-3 semaines après, tu avais un rendez-vous avec Ariel et on lançait la série en écriture, quoi. On a lancé très vite, et la seule chose qu'a dit Ariel, la seule contrainte en quelque sorte, c'était « Ok, on fait ça, mais on veut une tête d'affiche par épisode ». Je fais « Oui, aucun problème d'avoir un grand acteur ou une grande actrice française par épisode, c'est parti ». Oui, c'est pas le plus bon. Pas dégueulasse. Non, j'imagine qu'après, le diable se cache dans les détails, donc on va reparler du casting assez incroyable qu'on retrouve sur les 2 saisons. Mais presque au départ, est-ce que vous aviez une matrice assez définie? Je pense à des questions de durée. Par exemple, quand on est sur La Voix ou même sur des séries, on se pose des questions de format. Est-ce qu'on est sur du 3? Est-ce que vous aviez une durée précise en tête? Est-ce que vous vous autorisiez des silences? Pour répondre très simplement à la question, l'épisode pilote durait combien de temps? 10 minutes tout pile. Voilà. Et en fait, étant donné que l'épisode pilote nous avait tellement conquis, c'est-à-dire qu'en termes de narration, c'était très efficace, on était pris dedans dès le départ, et bref, il n'y a aucun temps mort. On s'est dit, mais ce format est très bien, donc continuons sur ce format, essayons de tirer le concept et de trouver d'autres histoires, d'autres sources sonores, d'autres sources d'enregistrement. Et c'est comme ça qu'après, toi, donc Timothée et Clémence, ta co-scénariste, vous avez bossé sur 10 épisodes qui ont constitué donc cette anthologie. Mais c'est vrai que le format 10 minutes, nous, c'est un format qui nous plaît beaucoup sur la création décalée, parce qu'on est un label, contrairement à la création originale qui va développer plutôt du 26 minutes ou du 52 minutes, on a déjà des budgets un peu plus restreints, et on va faire en sorte que ces budgets restreints soient au service de projets audacieux, et Calls rentrait parfaitement dans cette contrainte-là, et le format 10 minutes correspond à cela. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se laissait quand même libre, en fait. Il n'y a plus vraiment ce truc, en tout cas à Canal, et dans Calls, il n'y avait pas ce truc, ok, c'est 10 minutes et tu t'arrêtes à 10 minutes. Enfin, il y a des épisodes qui durent 17 minutes, il y a des épisodes qui durent 9 minutes. C'est assez libre, et c'est ça qui était hyper agréable aussi de travailler avec Canal à ce niveau-là, c'est que
n'y avait aucune question, on faisait ce qu'on veut. Si on veut faire un épisode de 30 minutes, je pense qu'ils seront OK, quoi. D'accord. Et après, il y a aussi une écriture qui va avec la forme de votre programme, qui doit être particulière, parce que j'imagine que quand on se repose à ce point sur le son, il faut que tout soit absolument clair, justement. Tu disais tout à l'heure que ce n'était pas toujours très audible. Alors, tu as le problème du son, mais tu as le problème de la compréhension de chaque scénario. Comment est-ce que vous avez travaillé l'écriture sur cette série ? En fait, c'est assez curieux parce que d'habitude, un scénario dans un projet avec une image, c'est une page, 1 minute. Et là, en fait, 10 pages, ça fait même pas 3 minutes parce que tout n'est que dialogue. Donc, un scénario moyen de Cols, ça fait 20-25 pages. Et donc, on essaye à chaque fois de réfléchir à comment faire en sorte que ça tienne, le rythme. En fait, on joue parfois sur le fait qu'on sait très bien que la qualité va être détériorée. Donc, on peut jouer sur une ambiguïté où, si on veut pas donner de réponse à la fin d'un épisode, on fait dire quelque chose à quelqu'un et on met pas les sous-titres d'un coup et tout d'un coup tout le monde est perdu parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils viennent d'entendre et du coup tout le monde a sa vision de ce qu'ils viennent d'écouter. On a fait ça sur le pilote par exemple. La dernière phrase n'est pas traduite, n'est pas retranscrite et du coup tout le monde peut essayer de savoir ce qui se dit et on joue beaucoup avec ça dès l'écriture. En fait, on essaye de s'amuser en se disant ok, on fait pas un truc juste où on pourrait mettre de l'image, on fait un truc qui ne pourrait pas fonctionner s'il y a de l'image. En fait, dès l'écriture, c'est ça qu'on se dit, c'est uniquement sonore et jouons sur le fait qu'on ne voit pas. Mathieu ? Bon, sur l'écriture, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que de toute manière, c'est surtout vous qui avez fait le taf avec Clémence. Hein. Après, nous, évidemment, avec Ariel, on était là un peu en appui, on va dire en script doctoring pour faire une dernière passe sur les scénarios et des fois pour gommer quelques petites lacunes, c'est-à-dire des moments où Timothée et Clémence étaient un peu trop longuets, ou des moments où la narration n'était pas forcément fluide, mais honnêtement, on n'a pas eu énormément de retravail sur ces 10 épisodes. Ça s'est fait quand même relativement vite. Je pense qu'en 4 mois, les 10 épisodes étaient écrits, à peu près. Vous avez tout enregistré en studio ? Non. Non, on essaie le plus possible d'enregistrer en conditions réelles. Donc ce que vous venez d'entendre par exemple, c'est vraiment enregistré dans une voiture en plan séquence, c'est-à-dire que tout ce qu'on entend, les appels et tout ça, il y a une chorégraphie, tous les acteurs sont dans une maison qui est proche de la voiture dans laquelle on tourne, comme ça on n'est pas non plus totalement isolé, et en fait il y a une chorégraphie vraiment à la seconde près de ok, t'appelles à ce moment-là, t'appelles à ce moment-là, t'appelles à ce moment-là, tous les acteurs sont ensemble et du coup c'est plus compliqué à mettre en place, mais en fait le résultat est pour moi vaut 10 fois mieux qu'un truc tourné en studio où on aurait juste rajouté un bruit de voiture derrière et tout ça. Donc là on essaye vraiment de faire les choses jusqu'au bout, quoi. Oui, de toute manière en fait dès qu'on pouvait se permettre un tournage réel, on le faisait. Donc là, la voiture qu'on entend... Là, la voiture qui se crache, c'est une vraie voiture. On a fait appel à un cascadeur. Ouais. Et voilà. Mais sachant qu'il y a eu des petits soucis quand même. Mais il y a voilà. un petit souci. Un petit souci ? Alors en fait, on pourrait vous dire, oui, tout ce que vous entendez, c'est exactement la voiture qui se crache. Sauf qu'on prépare le tournage, on fait en sorte que voilà, on a une voiture, on a 2 Golf qu'on va détruire. Et on amène le cascadeur, tout le monde est prêt. Et là, la voiture passe, se crache. Et je regarde l'ingé son et je lui dis mais on n'était pas prêt. Et non, il ne tournait pas. Donc voilà. C'était horrible. C'était horrible. Donc en fait tout cet argent un peu claqué finalement. Mais donc vous avez craché une deuxième voiture, vous avez changé d'ingé son, vous avez fait quoi? Alors du coup en fait on lui a fait faire un tonneau à la voiture parce qu'on voulait qu'elle fasse vraiment un tonneau. Donc elle a fait un super tonneau qu'on n'a pas enregistré. Et après on la remorque, on demande au cascadeur on n'a pas enregistré, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent bah c'est mort en fait, on n'a aucune voiture qui peut faire des tonneaux, enfin tu crois quoi? Et donc on avait une deuxième voiture dans laquelle on pouvait juste cracher, genre dedans. Et du coup on la met au milieu de la route et on fonce dedans 3 fois. Et en fait on a utilisé ces bruits d'impact pour créer le son. Et heureusement un monteur son nous a ensuite vraiment recréé un accident et du coup on en a profité pour essayer de le rendre encore plus impressionnant que ce qu'on avait en vrai. On peut entendre l'accident de voiture maintenant qu'on sait ça. Donc ouais, il y a plein de mélanges en fait. C'est marrant parce que les bruits de ferraille qu'on entend, on les a récupérés sur les cascadeurs qui
relève la voiture et ça faisait des bruits de ferraille. Donc ils sont en train de parler en fait pendant la prise, mais vu qu'on tournait, on a juste pris des petits moments de... Et en fait, ça fait comme si elle tournait. Bon voilà, ce bruitage n'était pas ouf à la voix. Non, très bon bruitage. Je pense qu'on pourrait imaginer une saison 3 tout en bruitage. À quel point ça fait partie des clés du succès de Calls, la méticulosité. J'ai un petit doute sur le caractère totalement français de ce mot. Je crois que c'est bon. Du choix des sons. Je ne sais pas si ça fait partie du succès de la série, mais je sais que c'était... Moi, ce que je voulais à la base, c'était que on fasse pas une fiction radiophonique pour la radio, qu'on essaye des nouvelles choses, qu'on puisse se permettre en fait de jouer le plus réel possible. Et je pense que c'est ça qui peut-être marque les gens, c'est que tout ce qu'on entend, c'est réel en fait. C'est certes joué, c'est pas des gens qui meurent vraiment, mais c'est réel. Il y a vraiment des émotions. Les acteurs se parlent réellement et s'ils ont peur, ils ont vraiment peur. Enfin voilà, il y a tout, vu qu'on essaie de tourner tout en plan séquence, il y a une vraie émotion qui se dégage des acteurs qui est assez sincère. Et peut-être que ça se ressent. J'espère que ça se ressent à l'écoute en fait. Mathieu, vous avez insisté du côté de chez Canal+ pour qu'il y ait justement une caution par épisode. Quand je dis une caution, c'est donc un grand nom, un comédien. Est-ce que c'est pour ce même souci, c'est-à-dire la recherche d'un comédien qui va être vraiment convaincant, performant? Est-ce que c'est parce que vous aviez besoin d'une image, un visage qui fasse vendre? Est-ce que c'est parce que vous aviez des contrats à honorer avec des comédiens et du coup un peu de budget? Je sais pas, je dis n'importe quoi. On n'a pas de contrat à honorer avec des comédiens, mais en tout cas, oui, je pense que ça répond un peu à toutes ces questions. C'est-à-dire, déjà, premièrement, au-delà même de l'aspect communication, marketing, il y a un aspect réalisme et qualité. C'est-à-dire que quand on fait appel à des comédiens comme Swan Arlo, que vous entendez dans l'épisode de La Route, donc Swan Arlo, César du meilleur acteur pour Petit Paysan, en fait, certes, on a un nom, mais on a surtout un très bon comédien qui va réussir à faire passer énormément d'émotions sans qu'il y ait pour autant un visuel en support pour en tout cas le spectateur. Donc déjà ça c'était hyper important parce que c'est vrai qu'on nous avait posé la question, mais pourquoi vous ne travaillez pas par exemple avec des comédiens de doublage ou des comédiens qui sont habitués à faire des voix en studio? Mais tout simplement parce que pour nous c'est pas vraiment les comédiens dont on avait besoin sur ce projet. C'est-à-dire qu'il ne nous faut pas des comédiens qui se projettent sur le jeu de quelqu'un d'autre, il faut vraiment des gens qui soient investis à 200% dans le personnage qu'ils vont interpréter. Et en ayant des comédiens de ce calibre, comme Swan Arlo, comme Gaspard Ulliel, comme Mathieu Kassovitz, comme Ludivine Sagné, on est assuré d'avoir quelque chose d'assez incroyable en termes de qualité. Alors après, en termes de communication et de marketing, bien évidemment, ça a été un point fort. C'est-à-dire que nous, on n'a pas basé... Honnêtement, la majorité de la communication n'a pas été basée sur le casting, mais plutôt sur le concept. Parce que le concept étant très novateur, pour nous, c'était le premier axe de communication. Mais après, c'est vrai que d'avoir des figures de proue comme ça pour chaque épisode, on ne va pas cracher dessus et on est très content d'avoir en tout cas des jolies photos de tous les comédiens avec le casque autour du cou et de les avoir oui, au casting de cette série. Ouais. Ils ont été difficiles à convaincre? Eh bien non. Ça c'était assez fou parce que en fait on avait dit à Timothée voilà ce serait bien d'avoir des gros comédiens, mais honnêtement même nous chez Canal on se disait bon on n'y croit pas forcément à fond, mais testons et on verra bien. Et donc c'est comme ça qu'avec Timothée et la production au Studio Bagel, on a vite recruté un directeur de casting, reconnu en tout cas dans ce milieu-là du cinéma, qui connaissait toutes les grandes agences, les grands comédiens. Donc on a travaillé avec Michael Laguens, et Michael Laguens donc, a été très enthousiaste sur ce projet, mais il nous disait quand même, attention, c'est quand même assez perché, je ne sais pas si les comédiens vont aimer. Et c'est comme ça qu'avec Timothée et Mickaël, on s'est retrouvés dans les 3 plus grosses agences parisiennes, Adéquat, UBBA et Armédia, je crois. Et en fait, on a présenté aux agents, sans avoir pour autant une idée du cast déjà sur les épisodes, le projet. Et l'avantage, c'est que Timothée avait ce pilote qu'il avait déjà tourné, donc on pouvait montrer quelque chose, et en tout cas les agents étaient ah ouais en effet c'est génial, ah ça pourrait lui plaire, c'est quelque chose qui change, c'est audacieux, et au-delà de ça, en aspect purement production, c'est-à-dire que ces comédiens en fait ils viennent dans un studio, quand on tourne en studio, ça dure 3 heures et ils repartent, donc en termes de disponibilité c'est parfait pour eux. Voilà. Ouais. Meilleure voix off, toutes saisons confondues.
C'est horrible. Parce que du coup, ils sont tous géniaux. Meilleure voix. Non, moi j'ai été très impressionné. Quoi ? Je peux faire un top 3. Non, je vais pas faire un top 3. Non, j'ai été très impressionné par Charlotte Lebon qui a totalement transformé un épisode qui n'était pas du tout facile à jouer, un épisode qui se passe dans l'espace où elle joue une cosmonaute et elle a mis. Enfin bref, moi elle m'a conquis totalement sur. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas quand un comédien va juste lire ce que tu as écrit et faire bon, bah voilà, j'ai fait mon boulot. C'est vraiment quand ils remettent en question le texte, quand ils donnent leur interprétation pardon, et qui transforment totalement l'épisode juste par la force de leur voix. Ça, c'est toujours c'est la meilleure chose en fait. C'est ça que j'attends d'un comédien et d'une comédienne. Charlotte Lebon, donc, pour une voix. Et Mathieu ? Non, mais je suis d'accord avec Tim, c'est difficile de sortir quelqu'un du lot, mais en tout cas, dans les grands souvenirs, je dirais Sarah Forestier. Parce que ça a été le premier tournage, et en plus on a commencé par un tournage qui n'était pas en studio mais qui était en conditions réelles, sur un épisode où une femme se retrouve seule chez elle et un cambrioleur va essayer de rentrer, et c'est même pas un cambrioleur d'ailleurs, c'est un psychopathe qui va vouloir la kidnapper. Et on a donc tout joué en réel, c'est-à-dire que quand elle doit aller courir, monter à l'étage, s'enfermer dans la salle de bain, elle court, elle monte à l'étage et s'enferme dans la salle de bain. Et l'investissement qu'elle a mis dans ce rôle, c'était surréaliste. Elle courait, elle se cognait contre les portes, même on avait peur qu'elle se fasse mal à des moments. Mais et nous, c'était un peu la découverte, hein, c'était le premier tournage, donc voilà. Donc moi, c'est mon plus beau souvenir en tout cas sur cette série. Les premières fois. Voilà, première fois, tout à fait. On a parlé du casting en termes de com, le levier de com. En fait, le fond de la com a été porté par autre chose. C'est la communauté qui s'est créée autour de Coles. Moi, j'ai découvert quelques vidéos qui circulent et juste un petit extrait. On peut peut-être avoir un petit extrait au son. Entrez dans le cœur du sujet, je vous encourage à partager cette vidéo au maximum et de vous abonner si vous voulez pas rater la sortie des prochaines vidéos. Car oui, cette vidéo marque le début de plusieurs vidéos liées à la saison 2 de Coles. Aujourd'hui, nous parlerons de la chronologie mise à jour, puis nous parlerons ensuite des connexions et des questions restées sans réponse. Après, on parlera de ma théorie personnelle et enfin, on finira sur mes prédictions pour la saison 3. Bon allez, c'est parti. Donc il y a vraiment tout ça, ça dure 20 minutes et en fait c'est un parmi tant d'autres, mais donc c'est quelqu'un qui a regardé les 2 saisons, qui a fait des montages, de l'analyse de texte, hein, grosso modo. Vous l'avez payé ? Oui, non. non, il n'a pas été payé. Non, il fait ce travail parce qu'il est vraiment... c'est tout ce dont je rêvais, c'est qu'il y a certaines personnes qui se creusent la tête pour essayer de découvrir tous les liens entre les épisodes et c'est génial qu'il arrive à faire presque mieux que moi toute la connexion et toute la mythologie de la série. Je vais m'en servir clairement, s'il y a une suite, je vais m'en servir de cette vidéo parce que c'est très pratique. Et donc non, et puis il y a tellement de commentaires, de discussions sur Twitter, des gens qui font des schémas, qui lisent tous les trucs, qui essayent de regrouper les dates, qui regardent jusqu'à dans les génériques, et ils ont raison parce qu'il y a des petits trucs cachés dans les génériques, de voilà, essayer de comprendre quel acteur joue quel personnage, et est-ce qu'on revoit cet acteur. Si on le revoit, ça veut dire que c'est pas du hasard, c'est que j'ai essayé de remettre, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, et du coup c'est un des trucs fascinants au niveau de la réaction de la série, c'est toutes les interactions qu'il y a eu, et c'est ce que je voulais. C'est pour ça que dans le court-métrage original, je mets envoyez-moi un mail avec vos théories, vos dessins et tout. Timothée.hocher@gmail.com. C'est ça, c'est cette adresse, oui. Non, et surtout, en fait, l'avantage que tu as avec un format comme Coles, c'est que ça reste un format sonore et que le son laisse libre cours à de nombreuses interprétations. Donc il y a un peu des battles sur des gens qui non, mais moi je pense que c'est plutôt ça. Ah ouais, toi tu penses que c'est ça. Et c'est assez hallucinant parce que même toi, même nous, qui connaissons très bien la série et la volonté de base des scripts, on se dit ah mais en fait ça tient debout. On n'y avait pas pensé, mais ça tient debout. Et c'est assez hallucinant ça. Ouais. Imagination débordante du voilà. coup. Alors pardon pour le gros mot du marketing, mais bon, digital marketing one-to-one, il faut en employer un peu. Vous l'avez engagé, cette communauté. Vous avez justement créé des conversations autour de la série. Qu'est-ce que vous avez déployé autour de... Il y a eu tout un travail en tout cas qui a été fait justement avec les équipes de Canal sur justement la notion de marketing et digital. Et on a fait déjà de nombreux making-of parce que sur une série comme Coles, c'est important de voir l'envers du décor. Donc pour chaque épisode, on faisait un mini making-of de 5-6 minutes qu'on a ensuite diffusé sur les réseaux sociaux de Canal. On a aussi créé un compte pour Coles parce que
étant donné que la communauté est extrêmement engagée sur ce programme, on a décidé de créer vraiment un compte dédié au format, chose qu'on fait très rarement, en tout cas pour nos séries. Là, on l'a fait parce que la communauté est très, très engagée. Qu'est-ce que l'on a fait? On a développé... il y a eu des idées assez marrantes qui ont été faites. On a installé une cabine téléphonique devant la gare Saint-Lazare à Paris. Donc ça a été fait avec BETC. Et donc cette cabine téléphonique est restée une semaine, je crois. Et en fait, les gens passaient, pouvaient rentrer dans la cabine. Et en fait, à l'intérieur, c'était que des écrans LCD. Et le téléphone sonnait. Pouvait décrocher, en fait, écouter un épisode de Calls au téléphone avec les projections autour d'eux, donc un peu une immersion assez intéressante. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on a fait comme ça autour de la série, mais qui ont eu leur petit effet. Ouais. On a demandé aussi à faire des dessins à 5 illustrateurs. Et on a demandé qui donnent leur version des épisodes de la saison 2. Ouais. Et du coup, ça c'était assez cool de travailler avec des illustrateurs confirmés qui donnent vraiment leur vision. Et du coup, en tant que créateur, c'est toujours trop bien de voir ce que les gens imaginent en fait, et surtout si en plus ils ont une patte artistique vraiment singulière. Qui vient nourrir le projet, elle aussi. Et tu parlais du générique et de petits indices cachés. Quand on est sur des formats unitaires qui se consomment, voilà, on peut les prendre dans le désordre, on peut en écouter un, on peut en écouter 10, mais vous avez veillé à ce qu'il y ait quand même des espèces de petits bonus pour ceux qui écoutent tout. Oui, totalement. En fait, c'est ça. Il y a une expérience vraiment où on peut très bien écouter seul et ça fonctionne. En fait, on fait en sorte que chaque épisode fonctionne aussi seul comme ça. Mais par exemple, là, dans l'épisode qu'on vient de voir, au début, Roxane, la mère d'Olivier, parle de son enfance et tout ça. Dans un autre épisode, on explore l'enfance de ce personnage. Enfin, c'est des petites connexions comme ça qui font que si on regarde toute la série, on est potentiellement plus investi émotionnellement parce qu'on va soi-même faire les découvertes de mais c'est le fils de ok, ah ouais, et du coup ça peut rajouter de l'émotion, rajouter une backstory à certains personnages qui pourraient pas se faire dans un format classique avec de l'image, parce que ça veut dire il faudrait vieillir les gens de 50 ans, enfin bref, ça c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, on joue avec le fait qu'on n'ait pas d'image aussi pour profiter de ce format et faire des connexions pas seulement genre rigolotes, mais parfois aussi qui rajoutent de l'émotion à tout. Oui, et puis c'est un double avantage en effet, c'est qu'on arrive grâce à ces easter eggs, comme on peut les appeler, à créer une vraie communauté autour de ce projet qui va vraiment suivre à fond tous les épisodes. Mais pour autant, un spectateur lambda qui arrive sur un épisode et qui découvre ne va pas être perdu par les infos qu'on lui donne. Et donc au final, on arrive à la fois à avoir une communauté très, très soudée, très liée au projet, et d'autres personnes qui ont peut-être vu un ou deux épisodes, qui ont apprécié sans pour autant être fans. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir cette double lecture. Et une dernière question sur la communauté, justement, vous l'aviez voulu interactif, tu l'avais voulu, tu en parlais. Tu as pris en considération des commentaires ou des suggestions? Des théories des fois aussi, où tu fais « Ah, ça c'est vraiment pas con, je vais le mettre ». Et c'est assez intéressant de lire tout ça et surtout de savoir ce qu'ils espèrent dans la suite, les questions qu'ils se posent, les réponses qu'ils veulent. Et parfois, soit répondre aux questions, soit justement les frustrer un peu et faire tu pensais que j'allais répondre, en fait non. C'est un peu sadique, mais il y a un côté comme ça que j'aime bien de jouer avec les attentes des gens. Et du coup, c'est trop bien de pouvoir lire entre l'écriture de 2 saisons, de se dire ok, ça ils l'ont compris comme ça. Soit c'est vraiment pas du tout le bon chemin et du coup je vais faire comprendre ok, là vous vous êtes trompé, voilà, regardez plutôt dans cette direction, mais voilà, à part ça on essaye avant tout de trouver des idées concepts par épisode qui puissent fonctionner et ensuite on connecte tout, on se dit ok, ça va aller là, ça va aller là. Quels ajustements entre la saison 1 et la saison 2 sur le fond et sur la forme? Alors, je ne sais pas, Mathieu, par exemple, sur... oui, de la forme, mais je te laisse le fond. Ouais. Allez. Ok. Sur la forme, comme on a pu le voir, en tout cas, sur l'épisode qui a été diffusé là, au début de la séance, il y a eu un vrai retravail, en tout cas, sur l'univers visuel. C'est-à-dire que la saison 1 était très bien, mais il y avait certaines petites choses qu'on pouvait améliorer et jouer justement sur ces codes qu'on a créés avec les interlocuteurs qui s'affichent,
La voix, un espèce de vue-mètre en fonction de l'intensité de la voix qui va s'afficher au-dessus du personnage, ça on ne l'avait pas forcément sur la saison 1. Après, réfléchir à la disposition sur l'écran, comme l'a expliqué Timothée là sur l'épisode de La Route avec Swan Arlo, on comprend bien que le personnage principal est oppressé par sa femme, son amant, sa fille, sa mère, et là où sur la saison 1, je pense qu'on l'aurait placé très simplement à la verticale avec tous les autres personnages, là en tout cas l'équipe artistique a eu la très bonne idée de le placer au milieu et de mettre les autres personnages autour de lui pour créer ce sentiment d'oppression. Donc il y a déjà eu en tout cas cet aspect qui a vraiment été retravaillé, c'est-à-dire quand un personnage meurt ou disparaît, ne plus l'afficher sur l'écran, jouer en tout cas sur le visuel, que le visuel ait un intérêt encore plus fort que sur la saison 1, parce qu'on reste quand même sur une série audiovisuelle. Et au-delà de ça, je dirais que sur la forme aussi, ce qui a été poussé encore plus à l'extrême, c'est les sons réels. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué avec la voiture, voilà, il y a un crash, on le fait en vrai, même si le son n'est pas pris finalement, mais voilà, c'est le jeu. Même il y a un épisode, je crois, où il y a un coup de feu et on a vraiment tiré avec des balles à blanc. Bref, il y a eu un vrai souci d'améliorer encore ce réalisme dans le son, ne pas faire appel à des banques de sons et continuer en tout cas dans cette ligne directrice. Donc sur la forme, je dirais que ça a été ça pousser l'anti-podcast en fait, surtout pas de studio. Après, on n'est pas anti-podcast. Hein, non, voilà. Mais en tout cas, trouver la manière de vraiment se distinguer par rapport à un podcast classique. Sur la forme, c'est fait sur le fond. Sur le fond, en fait, sur la saison 1, si vous regardez la saison 1, c'est très paranormal, c'est très fantastique. Il y a beaucoup de démons, c'est très religieux aussi. Ça part de l'apocalypse biblique. Et du coup, sur la saison 2, on a voulu enlever cet apocalypse, même si elle est toujours présente dans les connexions qu'on fait, mais plutôt jouer sur des peurs qu'on peut vraiment avoir nous, c'est-à-dire que très peu de personnes ici se sont fait posséder par des démons ou peuvent vraiment se dire « Ah putain, ouais, je connais cette situation, vraiment, comment ça m'est arrivé ?» Non, là, on essayait sur la saison 2, du coup, de discuter de peurs rationnelles, et donc tout ce qui est beaucoup plus social, les violences conjugales, les choses qui sont un peu plus subtiles, un peu plus la manipulation, l'effondrement d'une vie, des trucs comme ça qui peuvent nous angoisser, mais moins faire peur en mode fantôme boue, mais plus faire peur, plus angoisser en fait et oppresser, plutôt que voilà, faire peur avec des bruits bizarres de démons. Sinon, ça va ? Ça va très bien, écoute, je dors très mal, hein. Mais non, ça va. On ne peut pas ne pas parler de Apple, quand même un petit mot. Oui. C'est la première série achetée, je ne dis pas de bêtises, européenne. Oui, c'est la seule série française achetée par, en tout cas les droits, alors ils ont acheté les droits d'adaptation. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas acheté les épisodes pour les traduire et les refaire tels quels, ils ont acheté le concept. Et donc toi, Tim, tu allais, tu peux parler un peu de ton expérience. Donc oui, 3 mois après la diffusion de la saison 1, on apprend que Apple veut faire une adaptation américaine de Calls. Donc oui, très bien. Ça arrive, du coup, on me dit vas-y, tu pars à Los Angeles. Je fais oui, très bien. Et je rencontre du coup ces gens-là qui veulent faire leur propre version en fait de Calls. C'est-à-dire ils veulent pas reprendre. C'est pour la plateforme Apple TV+ qui sort le 1er novembre. Mais la série n'est pas encore prête. Mais du coup, ce qu'ils veulent, c'est faire leur propre version parce que nous, on part de l'apocalypse biblique. Ils veulent pas de religion, ils veulent moins de violence et tout ça. Donc, en fait, on va pas nous demander de réécrire une version. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté des auteurs hollywoodiens pour écrire une version de Calls. Et donc là, c'est en pleine écriture. Je suis allé 2-3 fois pour suivre le process. Voilà, c'est entre de bonnes mains, et je sais pas quand ça sortira parce que c'est long, c'est toute une nouvelle aventure. Je sais qu'ils veulent un énorme casting aussi équivalent à ce qu'on a eu en France, donc ça va être assez cool aux États-Unis. Et puis voilà, ça va être quelque chose que je vais suivre de loin. Je pense que je vais pas réaliser les épisodes et tout ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est quelque chose de très très excitant. Juste à l'idée d'avoir une version américaine de sa propre série, c'est assez cool. Et voilà, ils vont reprendre juste l'ambiance, l'idée du visuel, l'idée du found footage, donc les documents retrouvés. Et après, ils vont changer toute la mythologie, tout ce qu'on a créé. Ils vont faire leur propre version, quoi.
Oui, puis après, ce qui est assez hallucinant, c'est la manière de travailler. C'est-à-dire que... Ça change, oui. Ça change. Nous, ça change de Mathieu, c'est pas sympa. Non, mais en tout cas, on est plutôt dans de l'artisanat. Moi, j'appellerais ça comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous deux, en tout cas, vous travaillez avec Clémence, comme des artisans qui façonnent leur projet. Là, on est dans vraiment l'organisation à l'américaine avec une writer's room avec 6 ou 7 auteurs, ouais. Un directeur d'écriture, une session d'écriture où on se dit, où ça dure pendant 8 semaines et au final, on n'est pas satisfait, donc on vire tout le monde et puis on va refaire une writer's room. Ouais. Donc c'est assez incroyable. C'est très impressionnant. Une autre manière de bosser, quoi. Ouais. Toute une industrie là-bas où tout le monde sait qu'ils peuvent être virés à un instant ou un autre. Ouais. Du coup, il y a moins de... Ils vont moins y mettre toute leur âme parce qu'ils savent très bien que leur projet peut être jeté à la poubelle. Et c'est-à-dire tous les scripts qui ont été écrits là pendant les c'était 5 mois. Oui, 5 mois d'écriture vraiment intense. Ils avaient tous les scripts de près et tout ça. Et ensuite c'est jeté à la poubelle, c'est-à-dire que je peux même plus moi je peux pas les utiliser, c'est la propriété d'Apple, c'est eux et ils sont rangés dans un truc où plus personne ne pourra les prendre, donc toutes ces idées peut-être ne seront jamais utilisées, quoi. C'est un peu horrible, ouais. Un peu passionnant aussi. Juste une dernière question et ensuite on va demander des questions au public. Ça a été un succès, quand même, une accumulation de succès. Un succès sur les réseaux, un succès parce que Canal l'a signé, un succès parce qu'il y a une saison 2, un succès parce que c'est vendu sur... Quel est le truc qui vous a fait le plus plaisir à l'un et à l'autre ? Sincèrement, Apple, c'est le rêve, en fait, j'avais jamais rêvé de ça, tellement c'est improbable. Donc de voir ça arriver et tu fais, bon, d'accord, c'est une version hollywoodienne de ta série. Ça fait plaisir parce que ça veut dire que tu as touché. C'est quelque chose qui a touché du coup certaines personnes en dehors de la France. Et moi, j'adore le cinéma américain et beaucoup de mes références sont là-bas. Donc forcément, ça me plaît et c'est assez curieux et jouissif. Et jouissif, ouais. Mathieu ? Oui, Apple, je vais pas dire la même chose que toi parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Ça peut avoir le nez. Mais je dirais simplement que moi mon grand plaisir sur cette série, c'est d'avoir d'une certaine manière contribué à la remise au goût du jour du genre en France et à la télévision française, parce que ça avait quand même un peu disparu et moi je suis un grand amateur d'horreur, de fantastique et de le faire en plus de cette manière, c'est-à-dire avec un format quand même très novateur. C'est génial d'avoir en tout cas l'opportunité de pouvoir faire ça. Donc moi je dirais simplement que ce projet ait pu se faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ça y est, je crois que c'est ouvert. Non ? Attendez, j'arrive. Ah si. Bonsoir. Vous avez évoqué rapidement les podcasts. Et la question que je me posais, c'est est-ce que vous aviez contacté auparavant des radios pour proposer cette série ? Est-ce que vous êtes inspiré de vieilles séries radio qui passaient avant ? C'est marrant parce qu'à la toute base, en effet, on avait réfléchi à 2-3 plateformes audio, Spotify, Deezer et tout ça. Et en fait, c'est le producteur qui est venu vers moi, Lorenzo Benedetti, qui lui, vu qu'il travaillait au Studio Bagel, qui est au sein de Canal+, a dit « Vas-y, viens, on tente Canal+, ça peut être marrant ». Donc en fait, on s'est retrouvé à travailler avec Canal+, et c'était une évidence que le projet n'était pas seulement de l'audio et qu'on pouvait jouer avec quelque chose d'autre et faire une nouvelle forme d'écriture. Et sinon, non, il n'y a pas eu d'inspiration parce que j'en ai écouté vraiment zéro quand j'ai fait le court-métrage en tout cas. Ensuite, j'ai commencé à écouter deux, trois choses, mais ça m'a jamais inspiré dans l'écriture de la série. Et, par contre, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une fiction radiophonique qui date de 1930, je crois, qui s'appelle Maremoto, et qui est en fait le truc le plus proche que j'ai trouvé de Coles. C'est-à-dire que c'est du found footage, c'est quelque chose de très crade. Ils ont fait croire qu'un sous-marin coulait en fait en direct à la radio, et donc on entend le sous-marin couler et tout le monde mourir. Et j'ai fait mais c'est génial. Et ça date presque d'il y a moins de 100 ans quoi. Et je trouvais ça fou que le truc le plus proche de Coles soit il y a presque un siècle quoi. C'était à ça c'était à ce moment de radio auquel vous pensiez d'ailleurs précisément, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je ne connaissais pas. Non, ça pourrait faire penser au fameux fake d'Orson Welles aussi, là,
Ouais, c'est vrai, on y a pensé aussi, mais en fait, en réécoutant ce moment radiophonique, en fait, je me rends compte que c'est quand même très dicté, très, enfin, c'est pas, on n'entend pas tout ce qui se passe et tout ça, mais enfin voilà. Donc. Bon, bah après, comme tu l'as dit, en fait, toi, ta vraie source d'inspiration, c'est les appels du 11 septembre. Oui, il y avait les appels du 11 septembre qui m'ont beaucoup inspiré, mais aussi juste des appels à la police aux États-Unis, des trucs horribles, enfin bref. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. Déjà, félicitations. Justement, vous venez de parler du 11 septembre. Je voulais pas spoiler l'épisode 2 de la saison 2, mais qui juste fout les poils quand on comprend de quoi ça parle, et que je recommande à tout le monde de regarder. Je voulais savoir quelle était la part de réel sur laquelle vous appuyez versus la part de totale fiction. Et deuxième petite question, s'il était envisageable d'avoir parce qu'on aime beaucoup l'image au final, un making-of, et notamment de vidéos de comment c'est fait quand vous filmez, notamment en prise réelle. Alors pour le making-of, il y en a qui sont disponibles sur MyCanal et sur YouTube aussi. Alors tout est disponible sur MyCanal. Alors après, malheureusement, je pense qu'il faut être abonné à MyCanal pour tout voir, donc j'espère que c'est votre cas. Sinon, je pense que vous pouvez quand même, en cherchant un peu sur les réseaux sociaux de Canal+, Calls... sur YouTube, il y en a un, je sais. Sur YouTube et sur Facebook aussi, il y a certainement des courts extraits de making-of que vous pouvez trouver. Ouais. Mais oui, en effet, sur MyCanal, il y a un documentaire de 23 minutes par saison, donc voilà, on peut découvrir un peu. Et sinon, pour la première question, on essaie de... Enfin, il y a beaucoup de fiction forcément, mais par exemple pour l'épisode dans lequel vous parlez, on s'est renseigné et on a essayé de faire en sorte que on diffusait des sons dans les enceintes, parce que c'était fait en studio, mais on utilisait le studio non pas comme un studio avec des micros de studio, mais on utilisait comme un lieu de tournage où on projetait le son à travers les enceintes que vous entendez par exemple là. On projetait un son qu'on avait cherché à la base qui date vraiment du 11 septembre. C'est-à-dire qu'on a recréé un son et à travers les images d'archives et les sons d'archives et on les a mis à balle pendant qu'on tournait. Donc les acteurs étaient vraiment sourds, ils entendaient que dalle, ils étaient vraiment au téléphone avec l'autre personne au bout du fil et l'autre personne au bout du fil avait une autre ambiance. Donc c'est-à-dire il y a une personne qui est dans une des deux tours et une personne qui est à l'extérieur des deux tours. Et donc on a recréé cette ambiance à chaque fois pour faire en sorte qu'il soit le plus investi possible dans le rôle et que en même temps ça fonctionne au niveau du son directement puisqu'on capte réellement la conversation téléphonique du satellite et tout ça. On ne recréait pas l'effet téléphone après, quoi. Oui, et d'ailleurs, je me souviens de cet épisode parce que oui, on était dans le studio, donc on enregistre à l'arrière-boutique, qui est un studio à Paris, qui est vraiment sous terre, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une cave, et ça capte extrêmement mal. Et cet épisode, donc les conversations téléphoniques sont enregistrées directement sur le téléphone, c'est-à-dire que ce n'est pas des micros où on recrée un effet téléphone, hein, c'est vraiment les téléphones qui enregistrent directement. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a souvent des coupures dans la conversation entre Mathieu Kassovitz et Ludivine Sagnier. Et ces coupures, on ne les a pas créées en fait. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment eu lieu pendant l'enregistrement, ce qui fait que ça, d'une certaine manière, ça peut nuire à la compréhension, mais ça ajoutait un réalisme. Ça joue parce qu'à ce moment-là, le réseau était saturé et tout ça. Donc en fait, ça marchait très bien pour le scénario d'avoir ces glitches très étranges. Enfin voilà. Une autre question ? Oui. Oui. Une question plus technique, vous avez parlé du placement des personnages sur l'écran. Est-ce que vous avez tenu compte du placement de l'audio dans l'espace aussi? Est-ce que ça correspond? En fait, on a très peu spatialisé le son parce qu'on est toujours en mono, vu qu'on est dans une source qui est unique et on est censé, par exemple là, on est censé capter le micro intérieur de la voiture, donc c'est pas spatialisé. Cependant, il y a 2 épisodes qui sont spatialisés avec la technologie binaurale, enfin on a fait du son binaural et dans ce cas-là, on matchait avec la spatialisation la vidéo et l'audio. Mais à part ça, non, on fait en sorte que ça soit juste intéressant au niveau, justement, qu'il y a visuellement quelque chose qui se passe d'oppressant. Et d'ailleurs, sur le binaural, hein, je le dis parce qu'il est accessible pour tout le monde, étant donné qu'il est sur YouTube, il y a l'épisode de la saison 1, c'est l'épisode 3 Épisode 2, oui, pardon. Épisode 2, saison 1, qui est donc une plongée sous-marine qui tourne très mal et qui a donc été enregistré en binaural dans les studios de Radio France.
Et cet épisode est disponible sur YouTube, donc vous pouvez aller le chercher, vous mettez votre casque et c'est bluffant. C'est-à-dire qu'on entend, on entend des choses passer derrière nous, le son est extrêmement bien spatialisé et ça a été une vraie expérience enrichissante de travailler avec les studios de Radio France pour cet épisode en particulier. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Peut-être une ultime question, saison 1, saison 2, saison 3 ? J'aimerais. On y travaille. Oh, ok. Super. Écoutez, on se retrouve tous dans une heure au hall de Biarritz. Merci beaucoup, Timothée. Merci, Mathieu. Merci à vous. Merci.